Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler pédocriminalité comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera pas le faire. Et pour ça, je reçois Carl Zero, journaliste d'investigation. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Ce mois-ci, Sylvain Ferreira, François Martin, Laurent Michelon, Pierre-Antoine Plaquevent ont écrit d'excellentissimes articles. Allez-y, cliquez sur le lien. 7 jours d'essai gratuit. C'est plus la peine de s'inscrire pour le 1er mars parce que c'est totalement complet. Nous serons plus de 700 à la grande soirée du 1er mars. Donc voilà, ce n'est plus la peine de s'y inscrire. Et sinon, n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors bonjour cher Carl, je suis vraiment très content de vous recevoir, surtout en ce jour, on va dire un peu maudit, hein, parce que voilà, se commence ce fameux grand procès de ce médecin, ancien médecin, chirurgien, qui avait justement emprise aussi, parce que du fait de sa fonction, il avait emprise sur ses patients. Très sincèrement, si on n'en parlait pas ce soir, s'il n'y avait pas le procès aujourd'hui, je pense que le grand public n'était pas vraiment au courant de cette affaire. Le grand public a approché cette affaire lors du premier procès qui s'est tenu en 2020, mais qui était, je dirais, d'un autre tonneau, puisque là, le Squarnec était accusé du viol de 4 petites filles. Là, on a 299 victimes qui vont se présenter à la barre. Donc, effectivement, c'est tout à fait une autre affaire. Alors, est-ce que les médias en parleraient? Oui, ils en parleraient, mais à mon avis, pas comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui est effrayant dans cette affaire, ce qui est fascinant, c'est que ce mec a pu violer impunément autant de victimes pendant 30 ans sans que personne ne bronche. Alors la question, c'est pourquoi personne n'a rien fait. Et c'est ça, à mon sens, la vraie question du procès qui s'ouvre aujourd'hui. Et pour l'instant, ce que j'entends plus dans les médias, ceux qui en parlent, c'est de plaindre, et ils ont raison, de plaindre les victimes, de dire à les pauvres malheureux, mais pas de se poser la question de cette grande chaîne institutionnelle qui a défailli tout au long de la carrière de Le Squarnec. Il a quand même fait 18 hôpitaux différents. C'est pas rien. Il y a quand même eu des alertes. Rien n'a été écouté. On a vraiment l'impression que cet omerta, cette chape de plomb qui dure depuis des décennies, a fonctionné à plein. Et ça tombe très bien, là, les astres s'alignent. Parce que on est toujours dans l'affaire de Betaram où François Bayrou risque sa tête, ou à tout le moins sa place. Et là, on a cette affaire de Squarnec qui vient faire, et plus cette affaire en Loire-Atlantique, où enfin, pour la première fois, j'ai lu dans les colonnes du Parisien, en toutes lettres, un réseau pédocriminel. Ils ne l'ont jamais reconnu jusqu'à présent, que ça pouvait exister. Il y a encore 2 ans, ils me traitaient de complotiste et de fou, quand je parlais des réseaux pédocriminels. Aujourd'hui, subitement, finalement, ça existe. Donc, vous voyez, moi, je suis content parce que ça fait 5 ans que je me bats, 5 ans, je veux dire, à temps plein. Je ne fais que ça. Au travers du magazine, l'envers des affaires, au travers de la chaîne carlzero.tv, mais je ne fais que cela. De l'association qu'on a créée pour défendre les enfants avec 40 avocats, justicepourlenfance.org. Et là, tout d'un coup, tout le monde commence à en parler. Pour la première fois, une affaire à la tête de l'État, une affaire de pédocriminalité risque de bouleverser le sommet de l'État. C'est extraordinaire. Alors le Squarnec, revenons à le Squarnec. Je sens que vous avez envie de parler de le Squarnec, mon cher. Avant ça, cher Carl, là encore, Betaram, bon, ça ressemble pas peut-être au niveau des victimes et de la façon de faire, mais là où il y a une ressemblance entre Betaram et le Squarnec, c'est que on a encore une fois cette culture du silence derrière. Voilà. Cette culture qui est presque, je dirais, dans nos gènes. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a tellement habitué les gens à fermer leur gueule, on a tellement dit aux gens « Oh, mais te mêle pas, c'est dangereux, fais gaffe, tu vas avoir des problèmes derrière », que la plupart des gens qui voient ce qui se passe préfèrent se taire. Dans le cas de Le Squarnec, c'est l'évidence, et on va en parler, mais vraiment l'évidence. Et dans le cas de Betaram aussi, c'était toute une région
c'était toute cette région autour de Pau qui savait. Et c'était évidemment, alors François Bayrou, mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un petit problème de connexion. Ça vient de qui? De chez nous? De chez lui? Cher Karl, ah merde. Attends, je le rappelle. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, cher Karl, il y a une petite, il y a un petit. Bon, dès qu'on parle de pédocriminalité, il y a. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Bon, tiens, je vais vous présenter, cher Jean-Luc. Jean-Luc Robert, bon, que les gens vous connaissent bien, psychologue, clinicien. Justement, on a fait une émission ensemble sur le docteur Le Squarneck. Encore une fois, vous me faites l'honneur de pouvoir parler de ces choses graves. Vous savez, oui, je voulais qu'on en parle sur Radio Courtoisie, le docteur Le Squarneck. Hein. On parle là, alors c'est marrant cette expression de dire, enfin marrant, le plus grand pédocriminel de France, parce qu'on est à plus de 300 cas avérés, sachant qu'il a déjà eu, comme l'a dit M. Cardiro, une première condamnation. Et cette première condamnation, ce n'était que pour 4 sujets. Hein, il va le dire, mais il y avait deux nièces et 2 filles. 2 nièces sur lesquelles il a fait des attouchements et 2 filles, on était en 2005, hein, 2 filles qui étaient des voisines, hein, qu'il a touchées à travers un grillage. Et c'est hyper intéressant parce que ce que j'allais dire, c'est qu'on parle de ce enfin j'appelle ça pédovioleur, enfin on va dire serial pédovioleur, hein, c'est une expression que j'avais employée pour, également pour, vous savez, notre, psychanalyste là. Oui. Monsieur Miller. Je dis vraiment, ce sont des périals, hein, voilà, comme des serial killers, des serial pédovioleurs. Et ce Le Squarneck, là, il faut bien se dire que pour moi, ce qui est le plus effrayant, c'est qu'on dit que c'est le plus grand pédocriminel de France, parce qu'il en a 300. Moi, je pense qu'il n'est pas le seul. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que, vous savez, cet homme-là n'était pas programmé pour se faire attraper. On va le développer avec Karl Zero. Oui. C'était un obsessionnel. Il était vraiment méticuleux, vous le savez. Hein, il notait sur ses petits carnets les choses en détail, l'heure précise et tout. Et il profitait du fait qu'il pouvait anesthésier les jeunes patients. Ben on va en parler ensemble. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. Voilà, Karl Zero est revenu. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. C'est drôle, Karl. Mais dès qu'on prononce en direct pédocriminalité, je sais pas, ça fait des écrans noirs. Je comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Non, je sais pas. Non. Là, je crois que c'est un problème de. J'aurais dû me mettre en mode avion, mais si je me mets en mode avion, je peux plus vous capter, j'imagine. Ben là, tu t'es mis en mode avion? Je me suis pas mis, j'ai pas osé. Bon, bah c'est pas grave. Non, reste comme ça. Là, on te voit, c'est pas grave. S'il y a encore du noir, on parlera ensemble. Voilà. Donc du coup, dans ce cas-là, j'essaierai de vous rappeler en mode avion, et je sais pas si ça fonctionnera. Voilà, mais c'est pas grave. On est en direct, c'est les aléas, c'est comme ça. Vas-y, continue. Je t'avoue que je ne sais plus du tout où j'en étais. Du coup, tu voulais me poser une question sur Bétérame. Tu me disais c'est un peu la même histoire. Oui, non mais on parlait du silence. C'est surtout le silence en fait, qui me choque un peu en fait. Il y a évidemment, et ça je dirais même dans les familles, mais dans les écoles chrétiennes ou pas chrétiennes, et dans toute la société, dès que ça touche le milieu scolaire, le milieu sportif, tous les milieux en réalité, cette culture du silence sur ces affaires de pédocriminalité. Et bien entendu, le but de ce combat pour éradiquer la pédocriminalité, c'est d'obtenir d'un côté des mesures véritables de la part des gouvernants, mais de l'autre part, de faire changer les mentalités des gens et qu'ils arrêtent d'écraser en pensant que s'ils balancent, ils vont avoir des emmerdements. Il faut donc qu'on juge ceux qui n'ont pas balancé. Comme ça, dans l'avenir, ceux qui hésiteront à balancer se diront « Ah, c'est de la non-assistance à enfants en danger, je risque aussi quelque chose si je ne le dis pas. » Or, ça devrait être, d'ailleurs, là c'est peut-être une question de morale, et je pense que par rapport aux enfants, tout le monde a une certaine morale, à part quelques villes pédocriminels comme ce Le Squarneck. Mais tout le monde doit bien se dire on ne peut pas toucher à un enfant, c'est pas possible. Alors, on va aller sur la genèse. Je n'y comprends rien. Bah oui, on va aller sur la genèse de cette histoire. Quand et comment l'affaire a-t-elle été révélée d'ailleurs pour la première fois? La première fois, Le Squarneck est donc chirurgien et il est déjà en activité. On est depuis longtemps, d'ailleurs, on est en 2004. Ça fait déjà une petite vingtaine qu'il exerce et il va tomber sur
sur un dossier qu'envoie le FBI à la police française, qui signale 2400 pédocriminels qui consultent et échangent des images pédopornographiques. Et parmi eux, il y a ce chirurgien. Et là, selon que tu es puissant ou misérable, c'est pas la même chose qui t'arrive, bien entendu. Lui, il est médecin, il fait partie un peu des notables du coin, là-bas, en Bretagne, et il n'y a pas de vague. Il reconnaît devant les gendarmes, il est convoqué à la gendarmerie, on n'arrive pas chez lui à 6 heures du matin pour l'arrêter, non. Il est convoqué, il se rend dans sa petite voiture à la gendarmerie, il reconnaît les faits, il dit « mais tout ça c'est du passé, ça n'allait pas dans ma tête, j'ai consulté ça un petit peu, mais tout ça est terminé. » Les gendarmes font « très bien, monsieur le chirurgien, rentrez chez vous. » Après, il passe en procès et il prend 4 mois avec sursis et aucune obligation de soins. On lui demande pas non plus de venir se présenter régulièrement pour voir si les gendarmes n'ont pas fouillé chez. Tout ça a été mené très rondement. Et il est condamné, donc à 4 mois. Il ne signale pas à l'hôpital qu'il a été condamné à 4 mois, il ne dit rien. Et tout ça passe comme une lettre à la poste, aucun problème. Sa femme, sa propre épouse, s'était déjà rendu compte depuis belle lurette qu'il était pédophile, pédocriminel. Mais comme elle était, dans une situation financièrement confortable, parce que ces gens-là menaient grand train dans leur région, ils avaient moultes activités, des voyages, du golf, plein d'amis, enfin c'est la vie, un peu opulente qu'on peut avoir quand on est un notable de province. Donc il a dit, bon, tant qu'à faire, ça va aller avec ce mari pédo, je le garde, et puis après tout, qu'il fasse ses trucs dans son coin. Donc vous voyez, il y avait déjà l'omerta de famille. Ensuite, il y a l'omerta du tribunal, parce que le tribunal le condamne, et normalement le tribunal a obligation, le parquet doit envoyer à l'ordre des médecins du Morbihan à l'époque, le fait que ce chirurgien, qui est quand même pédiatre, chirurgie pédiatrique, il devrait signifier ça à l'ordre des médecins. Ils ne le font pas. Bizarre. A-t-il des amis haut placés? Bénéficie-t-il de réseaux occultes qui lui permettent d'échapper au fait que ce papier soit envoyé? Est-ce une omission? Un péché par omission? Tout ça sent un peu le pâté. Bon, ok. Mais enfin, rien ne lui arrive et il peut continuer à exercer. Donc à exercer son métier, mais à exercer également ses viols, puisqu'il faut rappeler quand même que il attend que les enfants soient sédatés par l'anesthésie, puis il les opère. Parfois, il a des gestes sexuels pendant l'opération. Il veille à ce qu'il n'y ait pas d'infirmière. Il demande aux infirmières de ne pas l'aider dans sa tâche de médecin, ce qui est assez rare. Elles acceptent, ce qui est rare aussi, ce qui est étonnant. Il décrit par la suite, quand on découvrira ses carnets, que souvent il les dérangeait, en salle de réveil aussi, quand il viole des gosses. Mais là, pareil, les gens qui le dérangent ne font pas de rapport, ils ne disent rien, ils font comme s'ils n'avaient pas vu, ils disent il est fantasme. J'ose pas imaginer comment ils s'arrangent, ces gens-là, avec leur propre conscience. Tu rentres dans une pièce, tu vois le chirurgien en train de violer un petit enfant, le premier truc que tu fais, c'est quand même d'aller le dire, je ne sais pas, à la direction, à ton syndicat, à quelqu'un. Et rien ne se passe. Par la suite, il y a un monsieur qui s'appelle Bonvalot. Le docteur Bonvalot est psychiatre dans le même hôpital. Et quelque chose l'étonne. D'abord, c'est que le Squarneck n'ait pas parlé de cette condamnation de 2004. Et donc, lui, en 2006, il va avertir. Et puis, une autre chose, oui. Le Squarneck va prendre la défense d'un autre collègue médecin qui s'appelle monsieur Fréa, de mémoire. Et ce monsieur a été en fuite par la suite, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour les mêmes choses, pour viol et attouchement sur des enfants. Bien, donc Bonvalot a été surpris que pourquoi l'autre l'a défendu avec véhémence. Donc il avait cherché à le voir, il l'a vu, il l'a rencontré, et il lui a dit, et là, Bonvalot décrit très bien le fait que quand l'autre lui parle des opérations qu'il fait, il en parle en termes sexuels. Alors notre ami psychiatre qui est avec nous va nous expliquer ça après certainement. C'est-à-dire il met du sexe dans tout et de la pédophilie dans tout. Donc là Bonvalot est quand même très très surpris. Il est lui-même psychiatre et il va s'en ouvrir lui au Conseil de l'ordre au niveau départemental. Lequel Conseil de l'ordre va décider de ne rien faire du tout.
ils vont convoquer le Squarnec, ils vont l'entendre. Lui dit il faut m'aider, j'ai une mauvaise passe, c'est toujours pareil, mais c'est terminé. Et d'ailleurs, pour vous prouver ma bonne foi, vous n'avez qu'à me faire assister d'un autre médecin à chaque fois que je suis avec un enfant. Et le Conseil de l'ordre dit oui, bonne idée, mais finalement ne lui imposera pas cette mesure qu'il réclame à ce moment-là. Donc en fait, le Conseil de l'ordre s'en lave les mains. Par la suite, ça montera au niveau régional, puis même au niveau national. Et le Conseil de l'ordre ne fera toujours rien. Et le plus drôle, aujourd'hui, c'est que le Conseil de l'ordre est partie civile au procès. Partie civile en disant « le Squarnec a déshonoré notre profession ». Mais c'est plutôt l'ordre des médecins qui s'est déshonoré tout seul en n'intervenant pas. Ensuite, le dossier a été transmis à la DAS, l'ancienne ASE. Et là encore, rien n'a été fait. Ils ont fait des réunions, ils se sont dit « ah ben c'est emmerdant », mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors c'est la patate chaude, ils ont transmis finalement au ministère de la Santé. Et puis au ministère de la Santé, il y a eu une note blanche qui est tombée du ciel en disant on ne peut rien faire, on abandonne, on laisse tomber. C'était sous Xavier Bertrand et l'affaire a été enterrée. Mais pendant ce temps-là, le Squarnec continuait inlassablement à violer des enfants. Donc il y a toute une chaîne institutionnelle qui est en faute et qui va ne pas être jugée. Et c'est bien de juger le Squarnec, bien sûr, mais ça serait bien que ceux qui se sont tués, que ceux qui ont couvert, soient également jugés un jour. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là, sur ce procès, ça va être aussi, est-ce que là, ce procès, ça va être aussi le procès des dysfonctionnements et de tous ces gens qui ont couvert? Mais en réalité, non. Puisque l'ordre des médecins habilement s'est mis partie civile, comme je viens de l'expliquer, pour justement ne pas se retrouver de l'autre côté. Eux, ils sont là pour dire, oui, il a déshonoré la profession, il nous a déconsidérés, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est eux qui sont déconsidérés. Et donc, et les autres, eh ben, peut-être au gré des différents témoignages, ils apparaîtront, mais en tant que témoins. Et ça sera exactement la même chose. Il y aura pas, ils seront pas mis devant leur faute, devant leur responsabilité à aucun moment. C'est-à-dire, ça restera sur un ton un peu à fleur et moucheté, comme ça, mais alors vous auriez pu, ah oui, j'aurais pu, mais vous savez, ils auront des excuses bidons. Parce que finalement, quand on regarde, il n'y a que des excuses bidons à cette histoire. C'est comme à Bétarame. C'est comme la succession de mensonges de Bayrou par rapport au fait qu'ils savaient très bien que des enfants étaient violés à Bétarame. Donc on est toujours dans la même histoire d'omerta. Mais il y a deux choses. Il y a le silence populaire, et puis il y a une forme de notabilité qui se serre les coudes. Et ça, c'est les deux grands mots de ce pays. Bien sûr. Il y a le fait qu'on se protège entre gens un peu du même monde. C'est pas grave, et puis qu'on se rend des services, et puis que... Mais quand ça touche à des enfants, ça devrait être intolérable, ça devrait être dénoncé de partout. Et ça ne l'a pas été. Et si maintenant, au travers de ces affaires, c'est là où c'est important, et qu'il y a quand même un tournant qui est en train de se passer ces jours-ci, c'est que ça monte à un tel niveau que je pense que maintenant les gens commencent à comprendre qu'on n'est pas des demi-fous quand on demande des actes depuis si longtemps. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.